vendredi 10 mai. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Pour vous aujourd'hui, c'est notre formule entre deux courses où je reçois nos collaborateurs afin de discuter de différents sujets de l'actualité. Je vous avais promis lundi là, que j'allais essayer de me concentrer pour aller un peu plus en détail sur certains sujets qui avaient retenu votre attention. Eh bien, j'ai tenu ma promesse, j'ai ajouté ça à l'horaire et avec l'aide de nos collaborateurs lors des prochaines minutes, mais c'est ce que vous allez entendre. Vous allez entendre ces différents sujets-là là, qui ont été pas mal choisis par vous avec ce qui a été le plus discuté sur notre page Facebook. Parlant de notre page Facebook, je profite de ce moment-là pour vous rappeler qu'elle existe, vous rappeler de nous suivre. On a aussi Spotify, comme vous nous écoutez peut-être présentement. Il y a différentes plateformes de podcast. Faites sûr de appuyer sur suivre la petite cloche afin de recevoir les notifications lors de la publication des nouveaux épisodes. Même chose sur Facebook. Appuyez suivre. Vous pouvez lire nos différents articles. On a aussi Kevin Fontaine qui est vous connaissez bien, collaborateur avec nous, qui fait maintenant ses chroniques sur la page. Vous avez été nombreux à les lire, à les commenter. Je pense que c'est bien reçu pour l'instant. Si vous n'avez pas eu la chance de les lire, ben, il y a eu sur Ayrton Senna la semaine dernière et cette semaine, c'était sur notre héros national, c'est-à-dire Gilles Villeneuve. Donc, c'est toujours disponible sur notre page. Vous pouvez aller lire ça et ça va sûrement vous rappeler, pas nécessairement des bons souvenirs, mais du moins, ça va vous faire vivre des émotions. Et il n'y a pas juste du mauvais aussi. Il y a eu des beaux moments dans la carrière de Senna et de Gilles Villeneuve. Il y a une façon aussi de se remémorer ces exploits-là malgré leur fin tragique. Donc, sans plus tarder maintenant, faisons place à nos invités et allons avec notre segment Entre deux courses. Aujourd'hui, dans notre segment Entre deux cours, on reçoit celui qui est maintenant un auteur, c'est maintenant officiel, je le considère aussi un historien de la Formule 1 avec son livre qui vient tout juste d'être publié sur la Formule 1 au Canada. C'est déjà disponible là, si vous voulez vous procurer des exemplaires, vous pouvez nous envoyer vos demandes. C'est Kevin Fontaine qui a même fait des réimpressions là, parce que la demande était si forte que ça. Kevin, bienvenue au F1 Podcast. Ben, salut Martin, merci de m'accueillir encore une fois. Ça me fait plaisir de te recevoir. Et de l'autre côté, on a notre pilote qu'on adore au F1 Podcast et que vous aimez aussi, d'après les commentaires qu'on reçoit. C'est celui qui est toujours champion de la F2000 dans la série américaine et qui a remporté le Grand Prix du Canada la saison dernière. Jean-Christophe Trahan, re-bienvenue au F1 Podcast. Merci encore de m'avoir. Toujours un plaisir d'être avec vous, les boys. Les choses là que je veux revenir cette semaine, on a plusieurs points. Il s'est passé plusieurs choses dans le Grand Prix de Miami. Je ne veux pas nécessairement tout retourner là-dessus. Là, fait que j'ai choisi quelques points qui ont ressorti le plus là, que j'aimerais revenir avec vous. Mais tout d'abord, ça a été le Grand Prix qui a été regardé le plus dans l'histoire aux États-Unis avec près de 3,7 millions de téléspectateurs. Moi, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est pour les gens là, c'est certain qu'il y a des nouveaux partisans, des nouveaux amateurs de F1 qui sont dans ce compte-là. Est-ce que vous pensez qu'ils ont trouvé quelque chose qui pourrait leur donner le goût de revenir et de réécouter des épreuves de Formule 1 dans ce qui reste pour le championnat là, à suivre? Toi, Jean-Christophe, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve pas vraiment qu'il y avait rien de plus particulier que ça à ce week-end-là, à part la victoire de Lando qui était très bien reçue. Moi, d'après moi, il y a eu un spike de téléspectateurs lorsque c'était comme tu et le mot s'était propagé que c'était lui qui allait probablement gagner la course avec peut-être 10 tours à la fin. Je peux pas confirmer ça, mais je ne verrais pas d'autres raisons pour ça parce que le Grand Prix en tant que tel, il n'y avait rien de particulièrement extravagant qui pourrait intéresser un néophyte qui ne peut pas vraiment s'intéresser avec les mêmes variables qu'un fan de F1 régulier ou quelqu'un qui a vraiment plus les connaissances pour pouvoir s'intéresser. Donc, selon toi, là, il n'y avait rien de différent lors du week-end à comparer des autres Grands Prix qu'on a dans le championnat. Il n'y a rien qui est sorti de l'ordre, à part Lando Norris, bien sûr, qui remporte sa première course en carrière. Là. C'est sûr qu'une première, ça attire toujours plus d'attention. Je pense que tu as raison là-dessus sur le fait que le sommet des codes d'écoute est peut-être arrivé vers la fin, là, quand disons, dans les 20-25 derniers tours, quand les gens savaient qu'il y avait une possibilité que quelqu'un remporte une épreuve pour une première fois. Donc, toi, il n'y a rien qui est sorti de l'ordinaire pendant le week-end qui différencie des autres Grands Prix qu'on vit dans une saison. Pas particulièrement. Pas rien qui était justement extravagant au point qu'un néophyte puisse faire comme oh wow, c'est vraiment comme ça à chaque week-end et là devenir un fan par la bande après ça. Toi, selon toi, Kevin, comment ça a été quoi ton opinion du Grand Prix qu'on a vécu en fin de semaine?
On avait un week-end sprint aussi, donc on a quand même eu droit à une bonne course sprint. Après Shanghai, celle de Miami a quand même été intéressante. On a eu droit à de l'action, on a eu des belles bagarres. C'est comme Jean-Christophe a dit, c'était peut-être pas la course la plus idéale pour initier un néophyte là, à la Formule 1, mais en toute somme, je trouve que c'est correct. C'est sûr que ça pourrait être beaucoup mieux, on s'entend là-dessus, mais c'est sûr que, par exemple, la victoire de Norris, ben, ça peut aider les codes d'écoute, là, parce que la plupart doivent se dire, oh, ben là, c'est tout le temps Max Verstappen qui gagne. Et là, oh, ben là, c'est Norris. Donc, il peut y avoir un petit changement là-dessus. Donc, grosso modo, c'est un bon week-end, mais pas le plus grand fan du circuit de Miami non plus. Mais grosso modo, ça a bien été. Ouais, c'est ça. Ben, 3,7 millions de Mhm. personnes qui regardent le Grand Prix là, pour mettre en perspective. C'est encore bien loin là, des 17 points quelques millions de spectateurs qui regardent un match de la NFL en saison régulière. Mais Ouais. on peut dire que l'épreuve, même s'il y a un trophée qui est remis à la fin, ce n'est pas nécessairement un championnat, ce n'est pas une finale, mais comparativement, mettons, à les finales de la Coupe Stanley, les séries de la Coupe Stanley qui ont lieu présentement, ben, eux autres vont tourner aux alentours de ça, là. Des fois, on va même descendre à 2,5 millions. Sinon, les bons matchs, on va aller jusqu'à 4 millions. Donc, pour la Formule 1, sur un week-end, d'aller chercher ce genre de nom, ben, cette visibilité-là chez les téléspectateurs qui ne sont pas nécessairement, c'est un peu nouveau là, que la Formule 1 connaît des chiffres comme ça. Là. Donc, je pense que c'était quand même, au moins, on leur représentait un bon Grand Prix, puis on leur représentait une victoire aussi de quelqu'un de différent. Il y a eu une Mhm. histoire attachée à ça. On sait que n'importe qui est amateur de sport, et les Américains aussi, on aime ça voir une histoire, on aime ça voir un peu de drame, on aime ça qu'il y ait une belle fin à ça. Je ne dis pas que parce que c'est Lando qui a gagné, c'est nécessairement une meilleure fin que Max Verstappen, mais je veux dire, il y a une histoire qui est reliée à ça. Je pense que ça a été positif en tant que tel. Pour ce qui est de Miami, on entend souvent, là, les gens vont dire, ah, c'est dur sur les dépassements, ça ne donne pas les meilleures courses. J'avais sorti des statistiques là, qui représentent que c'est surtout à cause de la présentation à la télé. Que c'est nécessairement, on n'était pas encore habitué à vendre l'image. On sait que les angles de caméra en sont pour beaucoup. C'est pour ça que le Grand Prix de Monaco souffre année après année. Si on regarde là, Miami, dans les dernières saisons, il y a eu plus de dépassements là-bas au Grand Prix du Canada ou même à Silverstone, là. En 2023, notamment, c'est 52 à Miami, 17 à Montréal, puis Silverstone, ben, on va bien en bas de ça. Là. En 2023, c'était 22 dépassements et 15 en 2022. Puis là, Monaco, ben, je vous en parle même pas là, de ça. Là. Parce que j'entends souvent, on compare Miami à Monaco, mais c'est 13 en 2023 et 5 dépassements en 2022. Donc, pour toi, Kevin, est-ce qu'il y a des changements à apporter à ce circuit-là où il peut, à la longue, on peut s'habituer, il peut livrer la marchandise? Ben, c'est un nouveau type de circuit, c'est un circuit moderne. À mon avis, c'est un circuit qui est dans la nouvelle génération, là, des circuits qu'on voit depuis quelques années. Donc, les Monza, les Spa-Francorchamps, les Silverstone, on verra plus ça, à mon avis, là. C'est des circuits vintage, là, pardon de l'anglicisme, là, mais Ouais. c'est vraiment ce nouveau type de circuit-là. On doit s'y faire. C'est des circuits urbains, c'est comme ça maintenant. Donc, on va devoir faire avec, mais on peut toujours avoir des bons grands prix. Et là, c'est quelque chose qui peut pimenter le tout et ça peut donner quelque chose d'intéressant. C'est ça, on veut sortir les grands prix, les circuits de la campagne, puis on veut les emmener proches des centres-villes Mhm. pour Ouais. justement créer un événement autour de ça. Là. Liberty Media nous parle souvent on veut qu'il y ait une ambiance de Super Bowl à chaque grand prix partout à travers le monde. Toi, de ton côté, Jean-Christophe, en tant que pilote, c'est quoi ta perception de ce tracé-là? Est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais-tu ça te mesurer à ce circuit-là ou c'est quelque chose qui t'intéresse pas vraiment? Il est bien loin sur ta liste, là. C'est sûr que des nouveaux circuits comme ça de ville, tu sais, qui sont un peu faits, un peu, je dirais pas à la va-vite, mais ils n'ont pas la dédication, tu sais, d'une piste faite justement avec tous les grands espaces, là, comme à la campagne, comme avant. Il y a moins de prestige attaché à ça. C'est un peu plus une question euh, d'étincelant, de show, justement comme ce que Liberty Media disait, c'est d'organiser plus un événement qu'une course. Ils veulent vendre des billets, ils veulent vendre tout ce qu'ils ont à vendre à travers leurs services, les chapeaux, l'apparel, tout ça. Je le comprends, mais avec un point de vue de pilote, moi, avoir une saison, admettons, avec 15 courses sur 23 qui sont maintenant rendues, on va dire, des courses comme ça, des courses de sensationnalisme, je trouve pas que ça redorerait le prestige de la F1.
trouve pas que ça l'augmenterait. Ça devient juste comme un autre spectacle, malheureusement. C'est un spectacle à la base, on le sait, mais ça devient facile d'oublier l'aspect de prestige, d'excellence et de savoir-faire des équipes manufacturières et des pilotes. Fait Ouais, que tant que ça se perd pas trop dans le filtre des grosses courses et des courses sensationnalistes, moi, tant qu'il y a une bonne répartition, ça ne me dérange pas trop. ouais, je comprends. Tout est dans le partage. Si dans quelques années, on prend la décision, admettons, de retirer Spa du calendrier pour garder Miami, ben c'est là que c'est là que ça fera pas ton affaire. Puis je pense qu'on tu seras Ah pas le ouais, seul là-dedans, là. certainement. C'est ça, Ah, faut certainement. Je garder. pense qu'on va être une coupe. C'est ça, exactement. On n'enlève pas les classiques, on fait un bon mix des deux. C'est sûr que là, pour l'instant, on ajoute des courses. Donc, on va on est rendu à 24 Grands Prix. Il y a pas de place encore classique, mis à part la France. Mais la France, je pense pas que le circuit était nécessairement un classique, là. Je pense qu'il y en a plusieurs que c'était mitigé là-dessus sur les opinions de ça. Mais Dans le fait le Castellet, ouais. ouais, c'est ça, le Castellet, c'était pas la, toi, Kevin, pour rapport à toi, là, je sais que tu as déjà répondu à cette question-là, mais je m'en vais avec une autre question qui a rapport au week-end. Est-ce que tu as trouvé que Kevin Magnussen, qui a collectionné les pénalités, là, qui est maintenant Mhm. rendu, il lui manque seulement 2 points pour recevoir une suspension parce qu'il lui reste seulement 2 points à son permis. Est-ce que tu as trouvé qu'il a eu une conduite antisportive lors du week-end ou tu as trouvé que c'était de bonne guerre, il n'a fait que défendre sa position chèrement? À mon avis, oui. Une première défense musclée, ça peut être toléré, et encore là, ça dépend de comment la direction de course voit cette manœuvre-là. Parce que c'est sujet à une interprétation différente là, de chaque individu. Mais quand c'est rendu à répétition au cours d'une course, même si c'est dans un sprint, ça commence à être difficile de le défendre. En même temps, Magnussen, il joue le but de l'équipe en protégeant Hülkenberg, qui était devant lui. Il ne faut pas oublier que Magnussen, il n'a pas de contrat pour l'année prochaine. Si sa seule option pour lui, pour permettre de rester en F1, c'est de rester chez Haas. Parce que je ne crois pas que c'est un pilote qui intéresse d'autres écuries, mais en conduisant de cette façon-là, il a aidé son coéquipier à aller chercher des points. Est-ce que c'est acceptable? Non, pas à mon avis. Mais comme tu as dit, il doit faire attention parce qu'il y a 10 points de pénalité sur son permis. De plus, c'est une suspension d'un Grand Prix. Toi, de ton côté, si on y va avec ton opinion de pilote, Jean-Christophe, si tu avais reçu ce genre de comportement-là d'un adversaire en piste, est-ce que tu aurais trouvé que c'est antisportif ou tu aurais dit non, j'aime la bagarre avec lui et c'était fièrement et bien exécuté de sa part pour défendre sa position, il était simplement un adversaire féroce? Euh, c'est quand il commence à le faire en connaissance de cause qu'il y a déjà une pénalité, là, j'ai quand même un petit peu plus un problème avec ça. Surtout quand la voiture n'a pas le rythme pour rester dans la position qu'elle est. Je veux dire, c'était évident, là, mais c'était quand même très drôle à voir. En tant que fan, là, mettons, je m'enlève les pots de. Je m'enlève dans la position d'un pilote, je me mets comme un fan. Là, j'aurais trouvé ça vraiment intéressant de le regarder vraiment de juste cet œil-là. C'était très, très divertissant. Même, Hamilton, j'ai été surpris de sa réaction. Il était comme, ah, c'était de bonne guerre, tu sais. Puis, je savais qu'il le faisait pour ça. Fait que, tu sais, il s'est pas enflammé non plus, mais j'ai vraiment trouvé ça intriguant de voir euh, qu'Hamilton n'était pas plus surpris que ça. Mais en tant que pilote, si j'étais à la place d'Hamilton, j'aurais été beaucoup plus hors de mes gonds. Ouais, c'est ça. Ben, lui, il l'a vécu de l'intérieur et ça n'a pas l'air de l'avoir dérangé, mais ouais, je vais dire, je pense que j'ai pas une opinion claire encore face à ça parce que j'ai apprécié ce que Magnussen a fait. Comme Kevin a emmené tous les points, on comprend pourquoi il fait ça. Sauf peut-être le fait que ça c'était pas pour la position de tête ou qu'il n'a pas empêché quelqu'un de gagner le Grand Prix. C'est peut-être tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais tu sais, là, il y a aussi le fait que tu parles de Lewis Hamilton, là. Tu le mentionnais. Lewis Hamilton a été bon joueur après en disant ah, ça, c'était correct, on a eu une bonne bagarre, tout ça. Mais parlons-en un peu de Lewis, là. Il y a eu les commentaires de Fernando Alonso à la suite de la course sprint qui a mentionné, là, qui a remis en doute là, la partialité des commissaires de piste. Là, parce que lui, des commissaires qui prennent les décisions là, pour les pénalités, des commissaires de la FIA, comme quoi que parce que lui est espagnol, normalement, on va lui donner des pénalités, puis laisser sous-entendre que les Britanniques ne sont pas pénalisés de la même manière, là. Il y a Lewis Hamilton qui a quand même gâché la course à plusieurs adversaires dès le départ. Toi, ça a été quoi ta perception de ça, Jean-Christophe? Est-ce que Lewis Hamilton aurait dû être pénalisé? Est-ce que tu trouves qu'il y a un manque de partialité chez les commissaires depuis le début de la saison ou même depuis un certain temps? Je ne sais, je me prononcerai pas sur leur partialité en général, mais j'ai trouvé vraiment que c'était un passe-droit qu'ils l'ont donné à Lewis là, au coin 1. Si j'avais eu la présence d'esprit de l'avoir vu par après que j'étais à Alonso dans ce moment-là,
j'aurais pas décidé d'éviter Hamilton pour rentrer dans mon coéquipier. J'aurais juste continué à rentrer dedans. Fait que, le rendu là, ta course est finie anyway. Si tu pars du derrière, puis en sachant en connaissance de cause qu'il n'y aurait pas eu de pénalité, j'aurais pas ouvert le volant pour le laisser passer. Mais ça, c'est facile à dire. C'est juste, dans le monde idéal, c'est ce qui serait arrivé, parce qu'Hamilton, justement, il a fini la course d'au moins deux, trois pilotes, là, incluant les deux Aston Martin, Ouais. par une manœuvre extrêmement optimiste qui aurait seulement marché si Alonso avait été bon joueur, ce qui est rarement et très surprenant. Surtout contre Hamilton. J'ai pas compris pourquoi Alonso, probablement dans ce moment-là, il était comme, il avait plus un instinct de préservation, ce qui est correct aussi. Mais je suis très surpris que, tu sais, s'il donnerait une pénalité à Alonso en Australie pour un mouvement perçu de break check et il n'en donne pas à Hamilton pour pouvoir activement causer des dommages en connaissance de cause avec une manœuvre comme ça, je trouve ça un petit peu inégal. Mais je n'irais pas jusqu'à dire que c'est parce qu'il est espagnol. D'après moi, c'est plus une question d'individualisme plutôt que du pays, comme le pilote en tant que tel. On a juste mal géré la situation. Selon toi, c'est pas généralisé. C'est juste que, encore là, on se mélange dans nos interprétations du règlement. On dit, incident de course. Au départ de la course, on est toujours un peu plus, on est toujours un peu plus tolérant. Puis là, en ce moment-là, ben, on a oublié la règle qui dit qu'on doit toujours être en contrôle de notre voiture aussi. Je pense pas que Lewis Hamilton ne l'était nécessairement. Et s'il l'était, ben, à ce moment-là, ben, on va dire, on va lui prêter des mauvaises intentions parce que c'est un ou l'autre. Soit tu n'étais pas en contrôle ou tu avais des mauvaises intentions de commettre ce qu'il a fait. Puis je pense pas que c'était ça. Je pense vraiment c'est que il a mal géré son freinage, un peu comme on a vu Sergio Perez le faire lors du Grand Prix. Là, quand on parle de mal Ah gérer un ouais, freinage, là, lui, Mhm. c'était fois le 1000. roi. Oh my God. Ah, non. C'est roi indisputé du mauvais freinage, une chance Oui. qu'il n'a pas sorti Max, là, sinon c'est sûr qu'il y avait des méchantes conséquences pour Ah, lui. lui, il a frappé comme un éclair entre deux arbres. Il a manqué les Ferrari Oh, de peu. Carlos Sainz, vraiment réflexe incroyable. Puis Max Verstappen, là, ça a passé vraiment près de lui à l'arrière de son auto. Toi, Kevin, qu'est-ce que tu en penses de ça? J'ai bien dit un manque de partialité, mais c'est plus un manque d'impartialité de la part Mhm. des commissaires. Selon toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je comprends sa frustration et son point de vue parce qu'il a été frappé par des pénalités qui n'étaient pas méritées, à mon avis. Je trouve que chaque événement qui nécessite une pénalité doit être analysé avec attention. C'est sûr qu'au fil des ans, il y a certaines pénalités qui auraient dû être décernées et d'autres qui avaient probablement pas lieu d'être. On a juste à retourner à Melbourne l'année passée. Carlos Sainz, au restart là, de la course, il vient taper Alonso. Il n'était pas en contrôle de sa voiture. Il y a une pénalité. Et là, Hamilton, il ne semblait pas tant en contrôle de sa voiture, pas eu de pénalité. Donc, moi, je trouve que c'est au départ d'un Grand Prix, au premier virage. Donc, je trouve que ça peut être un cas semblable parce que le premier virage fait je dirais, un genre de goulot d'étranglement et il n'y a pas une longue ligne droite pour bien se positionner, surtout les côtes de front. Donc, ça peut causer des problèmes et c'est ce qui s'est passé dans la course sprint, surtout quand tout le monde veut passer devant l'autre au premier tour. Mais ça reste une décision humaine à la base. Puis, comme on dit, ben, le bonheur des uns fait le bonheur des autres. Mais le fait qu'on change les commissaires à chaque Grand Prix, là, on garde une ligne directrice un peu, là, mais qu'on fait appel toujours à un soutien, à un encadrement de d'autres personnes qui viennent évaluer les situations. Mm. Est-ce qu'on ne serait pas dû là, pour changer un peu ce système-là, puis d'avoir vraiment des personnes. Je sais qu'on se dit à longue, si quelqu'un est toujours là, il peut peut-être se créer, mais à longue, les commissaires d'une ligue qui prennent des décisions sur les règlements, c'est les mêmes normalement, là. Je sais qu'ils sont fournis par la FIA, mais qu'un week-end à un autre, on invite du monde à prendre des décisions, puis chacun a ses standards, chacun a sa vision de c'est quoi un tort, c'est quoi qui a une conduite dangereuse, c'est quoi qui n'en est pas une. Toi, est-ce que tu trouves qu'on devrait plus aller vers une standardisation de tout ça, Kevin? Oui, oui, vraiment qu'on ait un arbitre fixe qui est là à tous les grands prix et qui soit le juge en fonction des s'il y a une pénalité ou non. C'est lui qui prend la décision. C'est comme l'arbitre au hockey. C'est comme ça. That's it, that's all. C'est ça, on en a plusieurs, sauf que la personne qui chapeaute tout ça, qui dirige les Ouais. arbitres, c'est la même. Tu sais, Je, Mhm. je Ouais. sais que ça n'enlève pas les erreurs, là. Quelqu'un, je suis certain, Exact. j'imagine déjà quelqu'un qui m'envoie un message, je dis, ouais, mais là, c'est pas super au hockey, puis c'est pas super dans la NFL, puis c'est pas super. Sauf que, Mhm. à longue, moi, ce que je trouve qui fait le plus gros tort de ça, c'est que quelqu'un comme toi, Kevin, qui écoute la Formule 1 depuis Mhm. plusieurs saisons, quelqu'un comme moi qui est un amateur depuis plusieurs saisons, Mhm. Jean-Christophe, qui est un pilote, qui connaît les règlements, qui est un mordu de Formule 1 lui aussi depuis qu'il est tout jeune, on a un néophyte à côté de nous, puis c'est le temps d'expliquer ce qui s'est passé, ou si la personne va avoir une pénalité ou non, on ne le sait pas. C'est impossible pour moi de dire, là, quand on a un rapport des commissaires qui vont être rencontrés après, j'ai beaucoup de difficulté à m'avancer de dire à quelqu'un,
Oui, oui, il va être pénalisé. Ça arrive que des fois, les gens m'écrivent, là, penses-tu que lui il va être puni? J'ai aucune idée. Je sais pas. Ouais. Ça dépend de quel pied s'est levé le gars, Mm. comment il file, qu'est-ce qu'il a déjà mangé pour déjeuner. C'est pas mal tout ça qui rentre en ligne de compte, savoir c'est quoi qui va arriver. Toi, d'après toi, Jean-Christophe, tu penses de quoi de ça? Je trouve qu'il devrait avoir vraiment un groupe fixe, peu importe, que ce soit pour un Grand Prix une saison, il devrait avoir un contrat avec tous ces gens-là, y compris les commissaires plus haut placés et ceux qui remplacent. Mais ceux qui remplacent, c'est ça, je comprends pas. C'est là, au dépend de la partialité ou de l'impartialité, là, on va d'abord avoir un manque de constance. On ne règle pas un problème, on en crée un autre avec une drôle de, une drôle de solution qui ne marche pas vraiment, Mhm. avec exemple à l'appui. Là. Je trouve vraiment que c'est plus facile pour ça d'avoir un standard avec ces gens-là. Tu sais où ils sont, tu peux leur parler à chaque semaine, tu passes une relation avec eux, et là, tu arrives dans une course et tu sais exactement à quoi t'attendre. Au lieu de toujours avoir un doute de est-ce que je peux me le permettre ou est-ce que je peux pas me le permettre en tant que pilote toujours. Puis là, d'être surpris quand tu as une pénalité, quand tu penses que tu n'en as pas, parce que tu peux repenser à un moment où il y a une situation similaire qui est arrivée, blablabla. Puis là, il y a un manque de confiance qui se crée entre le corps organisationnel et les pilotes ou les propriétaires d'écurie ou les gens qui travaillent ou les ingénieurs, peu importe, les organisations d'écurie et le corps organisationnel de la F1. Là, tu as un disconnect qui se crée, puis là, tu as des drôles de situations, comme on avait encore en fin de semaine, puis là, tu as des remises en question du corps organisationnel par un des plus gros grands pilotes de la grille, Fernando Alonso. Est-ce que ça paraît bien? Non. Donc, j'aime mieux avoir des pénalités sévères que des remises en question et une mentalité de groupe qui se crée par rapport à ça contre l'élite ou le corps organisationnel. Ouais, puis ça vient nuire un peu au spectacle quand les pilotes sont forcés de réfléchir puis ils savent pas vraiment les manœuvres qu'ils ont le droit d'exécuter en piste. Exact. Parlant de manœuvres là, qu'on a le droit d'exécuter en piste, là, je vous pose une question. Il y a plusieurs rumeurs à l'effet que Logan Sargent pourrait être remplacé. Le nom de Kimi Antonelli revient de plus en plus. Il y a eu le fait qu'on a demandé à ce qu'il puisse passer, avoir une exemption pour avoir sa super licence qui est obligatoire pour performer dans le championnat du monde de Formule 1. Il a fait des essais à Imola. Comme par hasard, ça donne que la F1 s'en va à Imola lors du prochain Grand Prix. Là, on a aussi des rumeurs comme quoi que dans les prochains jours, on pourrait avoir du côté de Mick Schumacher qui pourrait faire des essais aussi dans une Mercedes. Mais si je me concentre sur Antonelli, puis je commence avec toi, Kevin, est-ce qu'il mérite déjà sa place en Formule 1 selon toi? Je sais que c'est toujours à refaire, là, tant qu'il n'a pas piloté en F1 dans le championnat. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il la mérite? Mais d'après toi, est-ce qu'il a sa place auprès des autres, là, au moins de tenter sa chance déjà quand on sait qu'il n'a même pas encore 18 ans? Ben, c'est un pilote au talent générationnel, Antonelli. C'est certain avoir son palmarès dans les catégories juniors. Par contre, en ce début de saison de Formule 2, il n'est qu'au 9e rang en ce moment. Donc, il ne faut pas oublier qu'il a sauté une étape aussi dans son cheminement parce qu'il est passé de la F4 italienne à la F2 directement. Il n'est pas passé par la case F3. Donc, il y a un niveau d'adaptation, je trouve, qui doit se faire aussi. La saison est encore jeune en F2, mais je pense qu'il va pouvoir remonter la pente. C'est Juste une petite important. parenthèse, Kevin, je suis Oui, désolé. vas-y, vas-y. Il, il a, Vas-y, il vas-y. a- il a fait la formule régionale. Il a gagné le championnat de formule régionale qui est un peu plus lent qu'une Formule 3 FIA, mais Mhm. c'est une Formule 3 quand même. Anyway, il a gagné le championnat, Ah, puis là, ok, ben, il a correct. skippé la F3 FIA pour faire la F2. Mais c'est vrai, il a skippé la F3 FIA, mais il a fait de la F3 régionale. Ouais, Fait que c'est régional, c'est ça. OK. entre les deux. OK. Bon point. Et sinon, je dirais que c'est important de ne pas trop brûler d'étapes dans le cheminement d'un jeune pilote parce que c'est pas tous des Max Verstappen non plus. Parce que Stroll est passé de la F3 européenne directement à la F1. Puis je pense qu'il aurait peut-être dû faire de la F2, à mon avis personnel. Sargent a fait une saison en F2 et est passé à la F1, alors qui, à mon avis, aurait dû faire une deuxième saison. Donc, moi, je pense qu'Antonelli va arriver en Formule 1 un jour, mais je préfère pas trop brûler les étapes dans son cas. Ouais, j'aime ta comparaison. Moi aussi, souvent quand j'ai des discussions avec des gens, on me parle, oui, mais Verstappen le fait. Je trouve que la situation, autant qu'elle peut être pareille, elle est différente. Parce que Mhm. oui, il est très jeune, Antonelli, mais c'est le fait que c'est la série régionale, comme Jean-Christophe Mhm. mentionnait. Moi, c'est là que le point est important de dire parce que la manière que ça fonctionne, là, bien sûr, quand tu fais de la série régionale, tu te mesures aux gens qui sont bons dans ta région. Mais Mhm. dans le vue international, être comparé aux meilleurs au monde de sa catégorie, à ceux qui ont tous gagné leur série régionale avant d'arriver en F2, là. Ils ont tous eu du succès en région pour être capables d'arriver là.
c'est ça le bout où ce que moi, j'aimerais le voir performer avant de le voir arriver en Formule 1. C'est le fait aussi qu'il y a la pression, il va avoir les réflecteurs sur lui. Est-ce qu'on n'a pas le risque de gâcher un talent? Puis tout ce que je dis, là, ça a tout été mentionné pour Max Verstappen. C'est Franz Stoss qui mentionnait justement, lui, chez chez Toro Rosso à l'époque, que tous les directeurs d'écurie étaient venus le voir pour dire: vous faites une erreur, il est trop jeune, il n'y a pas d'affaire là. Puis il avait dit: donnez-lui 5 grands prix et vous reviendrez me voir. Puis il n'y a personne qui est revenu après 5 grands prix. Est-ce qu'on Mhm. va vivre la même chose avec Antonelli? Certains vont me dire: ben, il ne peut pas faire pire que Logan Sargent. Mais moi, c'est surtout le fait: est-ce qu'il y a assez de bagages pour arriver là et être capable de se faire justice? Toi, Jean-Christophe, t'en penses quoi? C'est un débat très intéressant auquel je me porte à discussion avec plusieurs personnes qui sont mieux connectées que moi et qui sont dans son entourage. Hein, puis je suis chanceux pour ça. Je ne dévoilerai rien, mais mon opinion personnelle là-dessus, c'est dans le fond que je trouve que pour ce que Logan Sargent fait, c'est pas vraiment comparable à ce que, mettons, Kimi Antonelli ferait. Puis oui, là, je suis en train de juste t'apposer puis passer par-dessus. J'assume, je suis présomptueux, mais je vois qu'est-ce qu'il fait, même avec une première saison à F2, en passant par une étape, il est quand même très impressionnant. Et connaissant probablement les temps qu'il a fait à Imola comparé au temps de course que même un Max Verstappen a fait dans une Mercedes, ses temps étaient très, très impressionnants. Donc, c'est une année parfaite pour lui de finir une année déjà entamée. Il n'est pas vraiment dans le championnat. Il n'y a pas rien à comparer. Tu sais, il n'y a pas d'attente sur lui, même s'il y en a un petit peu quand même. Puis, moi, d'après moi, le switch à Imola, pour lui, serait parfait. Il finira la saison, pas trop à la fin, pas trop au début. Et là, ça serait vraiment le moment parfait pour lui de juste prendre du bagage d'expérience. Et d'après moi, le plan que Toto Wolff a, si tout va bien, c'est qu'il le mettrait dans la Mercedes dès 2025. Moi, c'est mon feeling. S'il pourrait, il le mettrait demain dans la Mercedes. Parce qu'avec Hamilton, il est déjà pas supposé être là, mais évidemment, il y a des obligations contractuelles. Fait que si Mais je- ouais. les nerfs se calment un peu, puis là, c'est une année parfaite pour lui de bâtir, juste prendre l'expérience de tous les mécanismes, toutes les choses à faire à un fin pour performer au plus haut niveau. Et après ça, d'après moi, il va être aux côtés de George Russell. Fait qu'en gros, on lui donne une année de formation, ben un quart, un trois quarts de saison de formation pour qu'il s'habitue à la demande rigoureuse physiquement que ça va impliquer, là. Parce que présentement, là, pour donner un exemple aux gens, là, oui, il est en Formule 2, mais il y a combien? Il y a 3 grands prix de complétés en Formule 2 depuis le début de la saison. Puis on est déjà rendu en Formule 1, là, on en a beaucoup plus que juste 3 de complétés, là. Fait que c'est pour montrer la différence de calendrier que ça implique, tout ça. Donc là, présentement, on lui donnerait une formation. Là, on lance dans la gueule du loup pour dire: on va t'évaluer sur le terrain. On sait que tu es rapide. Tu nous as montré. On sait que tu es un talent générationnel. On veut que tu apprennes le métier sur le tas. On sait que tu vas avoir des hauts et des bas. Mais notre but, c'est de te préparer pour 2025, mais encore plus pour 2026. Fait que toi, t'es pas nerveux avec ça. Jean-Christophe, je continue là, sur le marché des pilotes. Ça, c'est ce que. Alors, c'est une partie de ça là, que oui, Logan Sargent est en trouble. Ça n'a pas vraiment mieux été lors du week-end. Puis on cherche des alternatives. Du côté de Audi, on cherche toujours à avoir un deuxième pilote, ou notre premier pilote d'écurie. On a déjà signé Nico Hülkenberg. On le sait là, depuis un certain temps, c'est pas un secret que Carlos Sainz, c'est vraiment pas sa première option d'aller jouer là-bas. Il n'a pas envie de perdre une année chez Stack Sauber ou peut-être d'en perdre deux, trois avec le développement d'Audi. Mais si demain matin, là, vous avez à trouver un plan B, c'est quoi votre plan B euh, à Carlos Sainz? Toi, c'est qui tu irais essayer de séduire pour à venir le coéquipier de Nico Hülkenberg, Jean-Christophe? Très bonne question. Il y a beaucoup de pilotes qui sont pas signés sur la grille, qui sont très volatiles. Euh, Moi, je garderais Valtteri Bottas. Je ne sais pas exactement ça a l'air de quoi ses obligations contractuelles post-2026. Mais si j'étais Valtteri Bottas, tu sais, tant qu'à rester dans une équipe de fond de grille, au moins on peut rester dans une équipe de fond de grille qui a des belles espérances d'aller en avant, qui ont un budget manufacturier, puis qui amèneront cette certaine rigueur anglo-saxonne, allemande là, qu'on a connue avec Mercedes. D'après moi, ça serait intéressant pour lui de finir sa carrière, peut-être finir avec des podiums vraiment quand il va avoir 37-38 ans, qui sait. Peut-être pour un podium pour Hülkenberg aussi, finalement, mais euh, moi, je garderais Bottas, c'est sûr et certain. Là. Il y aurait deux pilotes dans cette écurie-là qui sont de très haut niveau. Ouais. Deux spécialistes de la qualification pour vraiment voir la valeur pure de la voiture sur un tour.
et pour bâtir après ça sur cette fondation-là, puis aller peut-être prendre de jeunes pilotes pour les amener dans dans une équipe qui va probablement être une équipe de top 5 top 10 Ouais, ça reste. peut-être Ouais, ça reste. 3 ans après, mettons, je sais pas comment dire, leur troubleshooting, là, tu sais, c'est Mais quoi gérer une équipe de F1, là, mais ouais, pour moi, ça serait ça. Mais j'aime le point que tu apportes parce que ça remplit un peu ce que Audi Audi recherche des pilotes qui ont de l'expérience dans une écurie d'usine. Donc, une écurie qui fabriquait aussi des moteurs, qui développait une voiture, tout ça en gros. Fait que oui, Bottas, ça, il coche cette case-là avec son temps chez Mercedes. Même chose pour Hülkenberg qui a été chez Renault pendant un certain temps. Toi, Kevin, qu'est-ce que tu en penses? Ben, l'option de conserver Bottas, c'est quand même assez bonne. Je pense aussi qu'un pilote comme Gasly ou Ocon pourrait être une bonne option parce qu'ils ont de l'expérience, ils ont été dans quelques écuries, ils ont appris des méthodes de travail et des notions différentes d'une place à l'autre. Et Audi a aussi montré de l'intérêt envers eux à un certain moment. Par contre, est-ce que Audi est intéressé à conserver soit Bottas ou Guan Yu Zhou? Je ne sais pas trop. Il semble pas, en tout cas, du moins dans leur plan pour le moment. Ils peuvent choisir un autre pilote d'expérience pour être associé à Hülkenberg, là. Euh, donc, c'est pour ça que je mentionné les deux pilotes alpines actuels. Mais Bottas pourrait être conservé. Ça pourrait être également un très bon point. Pour avoir une stabilité. C'est ce qu'on recherche. Oui, Là. c'est ça. Bon. Je sais qu'il y a des gens qui avancent souvent le nom du pauvre Théo Pourchère, Hmm. ça semble se refermer là, pour lui, là, peut-être la fenêtre Ouais. d'opportunité, à moins que Magnussen finisse par être remplacé quelque part, mais on irait déjà avec Berman la saison prochaine pour remplacer Hülkenberg chez Haas. Donc, est-ce qu'on voudrait y aller avec deux jeunes? Parce que ça, c'est le côté cause un problème. Quand on veut développer une voiture, on veut avoir des pilotes qui sont stables, qui nous fournissent des données, qu'on soit capable d'avoir une constance pour voir est-ce que la voiture évolue ou si c'est juste le pilote qui connaît un mauvais week-end puis que là, il en a connu un meilleur. Donc, avoir cette stabilité-là pour toi. Même chose pour Jean-Christophe Bottas, remplit ces cases-là. En terminant, là, c'est un sujet qui a été parlé de long en large. Puis, si vous n'avez pas eu la chance pour les auditeurs là, d'écouter, on a eu Frédéric Vallée qui travaille chez Red Bull Racing qui nous a parlé justement d'Adrian Newey, qu'est-ce que ça comporte pour son départ, pour selon lui, sans minimiser ce que Adrian Newey a accompli, mais il nous a rappelé à quel point que Red Bull a des bases solides. C'est la chose qui l'avait impressionné le plus à son arrivée là-bas, comme quoi que, il y a plusieurs personnes excessivement qualifiées qui fournissent des informations importantes, qui veillent au développement de la voiture et au succès. Donc, selon lui, il n'était pas inquiet du départ. C'est Pierre Vacher qui assumait déjà plusieurs responsabilités au sein de l'écurie, qui a pratiquement conçu la RB20. Mais je commence avec toi, Kevin. Selon toi, le départ d'Adrian Newey, est-ce que ça a des conséquences pour Red Bull? Est-ce que c'est la fin de Red Bull, comme certains aiment mentionner ou certains avancent, ou pour toi, c'est plus solide que ça? On a quand même une très bonne équipe technique là, chez Red Bull, là. Tu mentionnais Pierre Vacher, Ben Hodgkinson, il y a Paul Monahan également, Jonathan Whitley qui était à la direction sportive aussi. Donc, on est quand même bien seté, là, si on veut, chez Red Bull. Pour Adrian Newey, moi, écoute, je lui souhaite de prendre une retraite bien méritée, là. Il a 65 ans, il a fait tellement de merveilles sur plusieurs décennies. Il n'y a plus besoin de présentation, Adrian Newey, là. On a parlé de Ferrari, mais ça implique beaucoup de choses, là, d'un passage chez Ferrari. Parce que c'est un environnement de travail qui est totalement différent là, de ce qu'il a connu par le passé. Parce que quand tu travailles chez Ferrari, il y a une ambiance carrément différente parce que tu ne représentes pas seulement une écurie, tu représentes la nation italienne. Il y a toute l'histoire de Ferrari en plus dans l'équation. Quand les résultats sont là, c'est parfait, ça va super bien. Mais quand ça va mal, le prince italien n'est pas tendre avec la Scuderia. Donc, moi, je trouve que c'est un pensée-y bien pour Adrian Newey. Mais s'il part à la retraite, parfait, chapeau, monsieur, vous avez très bien fait votre carrière. Toi, de ton côté, Jean-Christophe, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est la fin de Red Bull ou ils sont plus solides que ça? Ah, je dirais pas que c'est la fin de Red Bull. D'après moi, les empreintes Newey là, vont être encore perceptibles encore pour quelques années, mais malheureusement, même avec la qualité de leur équipe qui est très bien garnie, faut toujours avoir comme tu sais, il est proche de la retraite, il est au summum de son expérience, mais pas de son énergie. Mais son expérience est un petit peu, peut pas vraiment attribuer une valeur monétaire. C'est invaluable de voir quelqu'un qui a gagné tant de championnats de constructeurs Mhm. avec des équipes vraiment importantes comme ça, puis surtout comme Warner, il disait que c'était comme, il allait balayer un peu ça en dessous de la couverte, puis qu'anyways, on a une très bonne équipe, ce qui est vrai.
Mais c'est un petit peu de fierté de son côté, un trop plein de fierté, comme des fois démontre Horner, de peut-être sous-estimer l'impact que Adrian Newey avait. Et pour ce qui est après ça de son après-carrière, sa carrière après Red Bull, en tant que tifosi très mal caché, moi j'adorerais le voir chez Ferrari, évidemment. Je ne le verrais pas pour 10 ans, hein, mais un contrat de 3 ans pour, comment dire, les partir sur une bonne voie, peut-être avoir un championnat constructeur et peut-être même le premier championnat pilote en quoi maintenant, depuis 2007. Ça fait très longtemps, ça va faire presque 20 ans là, par le temps qu'à mettons Newey a une voiture compétitive. Donc, en tant que tifosi très mal caché, je vais être très partial et je vais dire j'aimerais vraiment ça le voir avec la Scuderia, mais il mériterait amplement sa carrière. Puis, honnêtement, je serais pas fâché ou comme n'importe qui serait fâché de ne pas l'avoir en F1 avec leur équipe favorite pour les prochaines années. Euh, il a amplement mérité. Il a fait bien plus que ce que le bon Dieu lui avait donné avec. Là. C'est Ouais, un incroyable chef technique. moi, j'y vais dans le sens, dans le même sens que l'information que Frédéric nous a apportée, qui a été véhiculée par Max Verstappen ou par Christian Horner, dans le sens que je pense pas que c'est à court terme que ça va affecter l'équipe. Je pense que c'est vraiment à 2026. Le gros côté fort d'Adrian Ouais, Newey qu'on ne peut pas sous-estimer, c'est sa façon d'analyser des nouvelles réglementations et de trouver exactement où sont les points importants pour aller soutirer un avantage sur nos adversaires. Donc, c'est ce côté-là s'il n'est pas ailleurs sur la grille à ce moment-là, je pense que Red Bull va bien s'en tirer. Mais s'il est avec une autre écurie, s'il est on va avec le les voir. Ouais. tifosi à l'agent Christophe, si il s'en va chez Aston Martin, comme plusieurs partisans le souhaitent, même s'il y a plusieurs rapports qui montrent le contraire, il y a Helmut Marko qui pense que c'est là qu'il va aller si jamais il y a à aller ailleurs en Formule 1. Le fait que c'est en Angleterre, mais il y a d'autres rapports qui disent qu'il n'aime pas Lawrence Stroll, n'aime pas son approche. Son éthique à Adrian Newey, est-ce qu'il voudrait travailler pour une compagnie qui est financée par l'Arabie Saoudite, par les Saoudiens? Ça pourrait aller à l'encontre de ses valeurs aussi. Il y a Eddie Jordan qui mentionne qu'il y a un yacht puis que c'est lui qui est impliqué là, dans les négociations de très près. Il dit non, c'est la retraite. Donc, il y a plusieurs discours différents qu'on entend, mais moi, je pense que c'est vraiment là que le point névralgique va avoir lieu. C'est dans la nouvelle réglementation de 2026. C'est là que quand ça va être le temps là, de tout analyser ça et de décider sont où les points importants là, pour vraiment être capable de gagner le nerf de la guerre. Je pense que c'est là qu'Adrian Newey va vraiment faire la différence. Écoutez, messieurs, c'est tout pour cette semaine. Déjà, ça passe très vite. On avait quelques sujets. J'ai essayé d'aller avec les sujets qui retenaient le plus l'attention pour qu'on puisse un peu démêler là, les zones grises qui nous sont offertes par les commissaires lors des week-ends de course. Donc, ça a pris un certain temps. On a Kimi Antonelli, la jeunesse en F1. Ça va toujours discuter aussi. Le dossier Newey qu'on a réussi à terminer à la fin. Donc, ça, c'est ce qui conclut notre segment entre deux courses de cette semaine. Mais en terminant, je veux vous remercier. Kevin Fontaine, les gens qui veulent ton livre, ils peuvent communiquer avec le F1 Podcast ou sinon, tu es souvent là dans la section commentaires, ils peuvent communiquer directement avec toi aussi. Oui, absolument. Il n'y a aucun problème avec ça. Parfait. Puis là, à ce moment-là, il t'en reste des livres, puis tu en as d'autres qui s'en viennent en commande, c'est Oui, ça? oui, 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 ça s'en vient, ça s'en vient. Et ça, il y a des réservations et tout s'enligne bien, donc je suis bien content là-dessus. Good, good. Puis ton côté, Jean-Christophe, toujours aussi occupé. Je sais que tu ne participeras pas au Grand Prix du Canada, d'autres projets qui s'en viennent. Tu n'es peut-être pas encore en mesure de nous en parler, mais tu vas nous tenir au courant aussitôt que ça arrive de ton bord, là. Oui, exactement. Les projets sont très, très en cours. J'aimerais annoncer mes projets en plan réel plus tôt que tard, parce que c'est très, très en branle. Et pour ce qui est de choses plus concrètes que je peux annoncer, je travaille de près avec mon équipe de management et mon coéquipier virtuel maintenant. C'est le pilote avec Isota Frachini en WEC, Antonio Serravalle, un Torontois, puis c'est un bon chum à moi. On va lancer notre plateforme de streaming qui va s'appeler Remstar Live à compter de la semaine prochaine. Donc, on a déjà sorti un petit peu, on va sortir un petit teaser et une annonce officielle très prochainement. Mais Good. ça, c'est quelque chose que je peux vous annoncer en avant-primeur, en bonne conscience. Ça, c'est déjà confirmé. C'est quelque chose que je travaille fort là-dessus. J'ai acheté tout l'équipement et on travaille ensemble. Très cool. Parfait. Hâte de vous montrer ça. Parfait. Puis on va tout fournir les liens aussitôt que ça va être en place là, aux gens sur notre page Facebook puis nos différents réseaux sociaux. Puis on en reparlera là, dans les podcasts. Comme ça, vous pourrez tout être au courant ou trouver Jean-Christophe et son coéquipier de l'Ontario. Messieurs, il me reste même pas une minute, fait que je finis avec le mot de la fin pour vous remercier encore. Merci, Kevin, pour tes bons commentaires, ton apport au podcast. C'est très apprécié. Je te souhaite une belle semaine, une Merci. belle fin de semaine.
Merci, c'est très gentil à vous aussi. Même chose pour toi, Jean-Christophe, toujours très pertinent. Je suis content de t'avoir avec nous et puis les auditeurs aussi. Pareillement pour vous, toujours un plaisir. Merci beaucoup, les gars. Donc, fait que passez un beau week-end puis profitez de la fête des mères avec vos mamans. Yes. Avec plaisir. Exact. Salut les boys. Salut bien, Marc. All right. À plus. Ciao. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 10 mai, mais en terminant, suite à une consultation hors d'onde avec nos très chers collaborateurs, eh bien, il m'a été mentionné que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé de la première victoire de Lando Norris. On en a mentionné un petit peu au début, mais on n'a pas donné nos félicitations. Et comme je sais que c'est pas impossible, mais je m'en doute un peu qu'il y a des possibilités que Lando Norris nous écoute pas présentement. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me joindre à Kevin et à Jean-Christophe et de remettre nos félicitations les plus sincères aux partisans de l'équipe Papaye Orange. Vous avez été tenace, vous avez passé à travers une tempête la saison passée avant de voir la renaissance de votre écurie. Il y a aussi le fait que votre dernière victoire, bien sûr, il y a eu Oscar Piastri en sprint, mais ça datait de 2021 avec Daniel Ricciardo au Grand Prix de Monza. Donc c'est un bel exemple là, que vous avez resté derrière votre écurie, vous y avez cru même dans les moments difficiles, puis ils vous ont pas laissé tomber. Félicitations à Zach Brown, chapeau d'avoir tenu cette écurie là, de l'avoir pointé dans la bonne direction, de ne pas avoir eu peur de prendre des décisions, de remercier des personnes dans des postes clés. Et ce n'est pas pour faire un mauvais jeu de mots avec le renvoi de James Key, mais il y a eu plusieurs postes qu'on n'a pas eu peur de faire des transitions. Il y a eu David Sanchez plus récemment aussi, qu'on a décidé que ça n'allait pas où ce qu'on voulait nécessairement, où ce qu'on avait dessiné pour le futur de l'écurie. Donc on l'a tout simplement laissé aller. Maintenant il est chez Alpine, il a les problèmes de quelqu'un d'autre, d'une autre écurie. Donc tout ça, là, cette gestion-là, fait qu'on n'a jamais baissé les bras, qu'on a eu la bonne attitude surtout. Je pense que c'est ce qui nous emmène à être maintenant peut-être la deuxième écurie du peloton. Ça reste à voir. Il y a des améliorations qui vont arriver du côté de l'Italie avec l'écurie Ferrari pour le Grand Prix de Imola. Donc tout ça, on va pouvoir réévaluer les forces en présence, les puissances en Formule 1. Mais oui, il y a eu des circonstances de course, mais ça reste que c'est une belle victoire d'équipe. C'est pas nécessairement juste les circonstances de course qui ont fait que la victoire est arrivée. J'avais mentionné là, dans plusieurs épisodes comme quoi que oui, McLaren est arrivé à un autre niveau dans la performance, mais aussi il fallait maintenant comprendre quand saisir nos opportunités, de ne pas faire d'erreurs de stratégie et de vraiment comprendre où sont nos chances de gagner, les petites fenêtres que la compétition peut nous ouvrir, parce que Red Bull fait très rarement des erreurs. Donc, lorsque la course nous offre une opportunité, faut être capable de la remarquer, de la saisir, et c'est ce qu'on a fait lors du week-end. Donc, chapeau à l'écurie, chapeau à Lando Norris, mais chapeau à vous, les partisans McLaren. Sur ces mots, eh bien, je vous rappelle que mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end.